Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale. Je serai candidat pour défendre la démocratie, nos libertés et la bonne gouvernance, rien que pour rendre durable la bonne gouvernance jusqu'à ce que cela soit un acquis pour chacun et pour tous. Je resterai donc dans la dynamique. C'était par cette déclaration que Patrice Talon a annoncé officiellement son envie d'être reconduit à la tête de notre pays pour le compte de la présidentielle du mois d'avril 2021. Ainsi donc, depuis Adjoun hier, au thème de sa tournée présidentielle, le chef de l'État, tel qu'il avait dit, a finalement avisé. Une déclaration qui vient ainsi mettre les choses au clair en ce qui concerne sa position pour cette course imminente. Suite à cette déclaration, comme s'il s'y attendait, les membres de la plus grande formation politique, bien sûr, comme prévu, ont porté donc leur choix sur Patrice Talon. C'était ce matin à Abomey-Calavi. Comment la classe politique a-t-elle accueilli cette nouvelle? Devrions-nous dire finalement que cette présidentielle nous offre un visage clair en ce qui concerne les aspirants à ce poste présidentiel? Pourquoi cette déclaration survient-elle à la veille de la grande annonce des leaders du parti Le Grand Baobab? Alors, cette annonce, cette décision de l'UP est-elle faite par dessein? Voilà autant de problématiques qu'on abordera au cours de cette émission spéciale. Mesdames et messieurs, bienvenue à dans ce rendez-vous. Alors, sur ce plateau, je reçois 4 invités, mais 3 y sont. Je m'en vais vous présenter Madame Annick Dimadja. Vous êtes membre fondatrice de la cellule de communication de l'Union progressiste. Oui, membre fondatrice de l'Union progressiste et membre de la cellule de communication du parti. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Julio Tometti, il est juriste, analyste politique. Bonsoir Julio. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs de télé. Et puis Moukaram Badarou, ancien préfet de l'Ouémé et du Plateau, membre fondateur de l'Union progressiste, membre fondateur de la coordination Ouémé de l'UP. Bonsoir, Julio. Bonsoir, madame. Bienvenue dans cette émission une fois encore. Alors, comment est-ce que la nouvelle a été accueillie hier, Monsieur Julio? Comment est-ce que vous l'avez accueillie? Le chef de l'État, dans un premier temps, avait dit qu'il avisera. D'accord. Maintenant, on suppose qu'il a avisé. Et c'était tellement bien organisé que c'était au dernier tour, si l'on peut dire, de sa tournée présidentielle. Il faut rappeler que lors de la première phase de la tournée présidentielle, il disait qu'il reviendra. Il le disait, c'était à Dassa, Dassa ou quelque part, qu'il reviendra dire s'il sera candidat ou pas lorsque les uns et les autres, souvent suivant dans leur prise de parole, sollicitaient sa candidature pour un deuxième mandat. Il disait qu'il reviendra. C'était tellement bien organisé que le chef de l'État a choisi la dernière phase de sa tournée pour, en quelques mots, annoncer ce qu'on peut appeler les hostilités pour la présidentielle d'avril 2021. Donc, on prend l'information ainsi et l'actualité fonctionnera avec, et on l'a vu. Juste au lendemain, nous avons vu un peu ce que ça a suscité au sein de ce que vous avez appelé la plus grande formation politique, l'Union progressiste. Peut-être c'était tellement bien organisé, le calendrier a été bien peaufiné d'une certaine manière, que parce que ça paraît quand même plus raisonnable pour un parti aussi sérieux que l'intéressé que l'on voudrait porter au-delà, ou bien contrairement à ce que d'autres partis politiques ont fait, quand la personne du président Patrice Talon ne s'est pas encore décidé s'il sera candidat ou pas, ils ont attendu, et c'est au lendemain de ce que, lorsque l'intéressé finalement s'est prononcé, et ça justifie bien que le parti en ce moment puisse concrètement en son sein décider. Et quand nous voyons un peu comment le parti s'est organisé, ça ne vient pas du parti, mais ça vient de ce qu'on peut appeler les élus, les parrains, puisque dans la communication que nous avons lue dans la presse, c'est le représentant ou les maires de ce parti et les députés qui ont
quelque peu forcer la main au bureau politique pour que l'on en vienne à cette décision. Mais l'autre paire de manches qui reste, le vice-président, qui soit le vice-président que l'Union progressiste aura décidé. On va y revenir. Alors, Moukaram Badarou, j'ai envie de vous poser la même question. Comment est-ce que vous l'avez reçu hier soir? Parce que, sachant bien qu'aujourd'hui, vous devrez vous positionner ou manifester sur la question. Merci beaucoup, madame. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour notre pays, le 16 janvier. Je voudrais, avant de répondre à votre question, avoir une pensée pieuse pour nos concitoyens tombés, puisque le 16 janvier 1977, qu'il vous souvienne que notre pays a été agressé par les mercenaires et certains concitoyens sont tombés en défendant la patrie. Je voudrais bien, à l'occasion de cette émission, avant de démarrer, avoir une pieuse pensée pour eux. Il me plaît de citer leurs noms parce qu'il nous faut souvent apprendre à rendre hommage à ceux qui savent se battre pour le pays, à ceux qui savent se battre pour l'intérêt général. Il s'agit malheureusement à l'époque de Alassane Kassim, de M. Toto Paulin, Bangboché Abiodou, Mpo Pascal, Komlan Sylvain, Lassisi Yessoufou et Mathieu Tossou Père à leur âme. Et le combat qu'ils avaient commencé à l'époque, c'est ça que nous continuons aujourd'hui. C'est au bout de l'ancienne corde qu'il faut toujours tresser la nouvelle. Pour en venir à votre question, vous vous imaginez, c'est avec un ouf de soulagement, c'est avec une baume au cœur, c'est avec une joie qui nous a pris par toutes les fibres de notre corps que nous avons appris la nouvelle. Et la nouvelle qui fait suite à un déplacement que le chef de l'État a fait au niveau des 77 communes de notre pays, au niveau des 12 départements. Il a fait 9801 kilomètres par voie terrestre pour aller au contact des populations, pour aller leur dire ce qui est fait, pour aller voir avec eux un certain nombre de nouvelles peut-être doléances pour pouvoir continuer. Et je puis vous dire, c'était pas gagné d'avance la décision du chef de l'État quant à continuer. Et comme vous l'avez dit, il a dit que aucun sacrifice n'est de trop quand il s'agit de son pays. Et le cardinal Gantin nous a enseigné que rien n'est, personne n'est au-dessus de son pays. Ce que nous avons de plus cher, c'est notre patrie. Et aucun sacrifice n'est de trop. C'est dans ça que le chef de l'État a dû puiser, à savoir qu'il faut effectivement donner beaucoup plus à notre pays. Et ce qui a commencé et qui a produit beaucoup de résultats que chacun voit, cette visu, il faut bien commencer et continuer ça parce que le développement, c'est dans la durée, les réformes, tout ce on va y revenir certainement. Mais dire simplement que c'est avec beaucoup de joie que nous avons accueilli cette très bonne nouvelle que le chef de l'État nous a apportée hier. Une joie partagée, dirions-nous, Mme Annick Dimodia. Oui, une joie partagée et une joie soutenue et encouragée parce que effectivement c'était un ouf de soulagement parce que nous avons espéré longtemps cette nouvelle, cette grande nouvelle qui est finalement tombée et qui n'est pas tombée. Vous en étiez impatient? Ah oui, on était impatient et qui n'est pas tombée à la légère. Vous avez vu que le chef de l'État a fait sa déclaration à Adjourou. Et cela ne s'est pas fait par hasard parce que lui-même, comme il a rappelé hier, c'est Adjourou qui a vu naître son combat politique. Et donc, quand il a fini sa tournée, il a voulu retourner l'ascenseur à la commune d'Adjourou qui a marqué son parcours politique d'une façon ou d'une autre. Voilà, ça prouve que c'est un homme qui s'attache à la fidélité, à la loyauté, et il l'a montré hier. Et nous, au niveau de l'Union progressiste, nous sommes très contents parce que nous nous retrouvons dans cette dynamique que nous soutenons depuis. Alors, Herman Dimitri Adampo, qui nous a rejoint entre-temps, je rappelle que il est communicateur et membre du Bloc républicain. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous, hier, vous étiez certainement à Adjourou. Comment est-ce que, du coup, vous avez accueilli cette nouvelle sur place? J'ai accueilli la nouvelle avec beaucoup de joie, mais avec beaucoup de sérénité. Il y a eu plus de peur que de mal. C'est pour dire qu'on savait que le président Patrice Talon allait finalement nous libérer
Mais à un moment donné, Comment le saviez-vous? nous sommes avec lui, nous connaissons le mode de fonctionnement et nous savons qu'il ne devrait pas nous lâcher en si bon chemin. Mais il y a quelques jours, quelques petites semaines, on a pris légèrement peur, une peur naturelle et une peur humaine. Et c'est la fumée blanche est sortie et nous en sommes totalement heureux. Je crois que c'est le début du nouveau combat. Nous allons le mener. Sur place, quel était votre état d'âme de façon personnelle? Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie parce qu'il fallait, en même temps qu'on devait nous libérer, il fallait libérer aussi les militants qui ont commencé par mettre la pression pour dire tous les jours que nous suivons votre boss là, il semble qu'il ne veut pas décider clair. Et nous leur avons dit, il sera clair bientôt. À partir du moment où il est devenu clair depuis Adjoum, ça nous a libérés. Il n'y a pas eu autre sentiment que le sentiment de joie, mais aussi de sérénité. Et c'est comme si tout avait été prévu hier parce que à la descente du chef de l'État depuis Adjoum jusqu'à Cotonou, une population importante l'a attendu et l'a conduit jusqu'à chez lui en domicile. On va suivre donc ce passage sur le tronçon Porto Novo à Papa hier soir. Quelques petits problèmes techniques, je disais donc hier soir, plusieurs populations ont accueilli en triomphe, bien sûr, le chef de l'État suite à sa déclaration d'Adjoum. Il avait été accueilli par les populations à chaque étape qui l'accueillaient, qui le remerciaient et qui le louaient et qui disaient également qu'il fallait qu'il fasse ses 10 ans. On va suivre donc ces séquences et puis on revient sur ce plateau. Et voilà, un spectacle très intéressant, n'est-ce pas, Julio Tometi? Très intéressant. Bon, ça nourrit quelque peu l'actualité. Et il faut que l'on ait à un moment donné ces mouvements. Seulement que la tournée présidentielle de reddition de comptes, on dirait que ça s'est transformé quelque peu en une tournée électorale. Mais c'est heureux que ce soit à la fin. Imaginez un peu que cette annonce soit faite peut-être lors des premières randonnées ou au cours de la première phase ou bien au cours des premières communes de la deuxième phase, ce que le reste de la tournée aurait donné. Donc on peut dire c'est quelque peu la transition entre la tournée de reddition de comptes et l'échéance, la fièvre électorale qui
s'annonce. Donc le chef de l'État quelque peu a annoncé les couleurs de l'élection présidentielle d'avril 2021. Madame Annick Dimadia, déjà en début de cette semaine, on a eu l'annonce, n'est-ce pas, de l'Union progressiste qui doit désigner en ce jour, samedi 16 janvier, son candidat, son choix, et qui doit porter donc son choix sur une personne qui va être qu'ils vont soutenir, n'est-ce pas, pour cette présidentielle. Et d'hier à aujourd'hui, est-ce que l'annonce ou l'actualité ou l'activité d'aujourd'hui ne semble pas être caduque? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que le chef de l'État a son plan, le chef de l'État a son calendrier, le chef de l'État s'est inscrit dans une démarche de reddition de comptes, au bout de laquelle il a jugé important de donner sa position à l'appel de son peuple. Indépendamment du chef de l'État, l'Union progressiste, qui est la plus grande formation politique du Bénin, a également son plan d'action et l'activité qui a eu lieu aujourd'hui n'est que l'aboutissement de tout un processus, parce que quand on parle d'élection présidentielle, c'est un grand enjeu. Et on ne peut pas désigner un candidat de façon aussi légère, étant la première force. Il fallait un certain nombre de dispositions, un certain nombre de consensus à prendre au niveau des différentes composantes du parti. Et c'est tout ce travail-là qui a abouti aujourd'hui à ce que nous avons fait à la date du 16 janvier 2021, qui est une date spéciale dans l'histoire de notre pays. Et c'est pour dire que nous avons voulu marquer notre présence en tant que parti organisé, parti méthodique, en posant un acte fort à un moment fort de notre pays. Et voilà, donc aujourd'hui, les militants ont donné mandat à leurs représentants, aux maires, aux élus, pour désigner le candidat qui, selon eux, correspond, ou bien qui, selon eux, peut porter valablement la vision de notre parti. Et ce candidat n'est rien d'autre que Patrice Talon, fort heureusement. Et voilà. Alors, Dimitri Manadankbo, vous êtes membre du parti Le Bloc républicain, une autre formation politique de la mouvance présidentielle. Alors, le BR a choisi, a désigné son candidat depuis environ 2 mois. Est-ce que cette activité de l'Union progressiste ne vient pas un peu en retard? On a tendance à se demander tout ça là pour ça, sachant bien que ils veulent porter leur choix sur le président de la République. Pourquoi avoir attendu tout ça, tout ce temps? Un agressif a fait éruption dans la maison et la femme l'a tué. Ça veut dire quoi? L'essentiel est que c'est l'homme qui devrait le tuer. L'essentiel est que le serpent soit mort. Voilà. Donc, que ce soit tôt ou tard, il y a un mois ou aujourd'hui, et l'objectif est atteint. Chaque parti a son mode opérationnel. L'Union progressiste a jugé bon de se prononcer aujourd'hui, et elle s'est prononcée aujourd'hui et sans surprise. C'est ce qu'il faut retenir. Si le calendrier coïncide avec la déclaration du chef de l'État, ça n'a aucun effet extraordinaire. C'est que c'est le mode de fonctionnement de l'Union progressiste et ils l'ont fait, il n'y a aucun souci. C'est la suite qui est le débat. Alors, Moukarama Badarou, il y a une question qui n'a pas été tranchée. Le choix du vice-président ou du poste de la vice-présidente. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Déjà, je vais rebondir un peu sur ce qui est dit très rapidement là. Il faut dire que c'est juste une coïncidence que le chef d'État, qui d'ailleurs l'a dit à Djoum, qu'il a été habité par une pensée positive, une émotion positive. Et comme vous le savez, en chaque homme, il y a Dieu, on dit. Et donc, quand votre intérieur vous parle, il faut savoir lui répondre. Et Patrice Talon ayant répondu à son fort intérieur par rapport à sa candidature depuis Adjoum, la vallée de Lemay, et moi je suis tout heureux, vous pouvez vous en douter. La vallée de Lemay qui est la plus grande vallée après celle du Nil, qui est une sorte de forteresse de richesse pour notre pays,
Et je suis très heureux que c'est depuis là-bas que le président Talon ait pris la décision vraiment de nous libérer, je dirais, de libérer notre peuple à la limite en parlant de sa candidature. Et l'UP, l'Union progressiste, qui a son calendrier bien peaufiné, et comme l'a dit tout à l'heure ma camarade du parti, Annick, c'est tout un processus, aujourd'hui n'a été que l'aboutissement. Parce que quand on parle d'une élection présidentielle qui est la rencontre d'un homme avec son peuple, on parle du fauteuil présidentiel, qui n'est pas à la portée d'un cuidam, qui n'est pas à la portée de n'importe qui. Il s'agit de diriger un pays, il s'agit de présider à la destinée d'un pays. Et donc au niveau de l'Union progressiste, comme vous le savez, nous travaillons avec méthode, nous sommes suffisamment organisés, en tout cas sous la houlette du président Bruno Amoussou, qui est bardé d'expérience, le présidium du parti, je veux parler du président Sakalafia, du président Abraham Sisdoué, c'est sous ces houlettes-là que nous travaillons et donc nous bénéficions d'une certaine expérience. Il fallait d'abord travailler sur un projet de société à proposer aux candidats que nous allons choisir, les élus au niveau de la base, les structures de base ont travaillé et aujourd'hui, il était juste question de faire le point et de choisir maintenant définitivement le candidat. Et aujourd'hui, les 12 départements ont été représentés par des maires et un représentant de maire représentant les différents maires, il s'est prononcé. Et le souhait était qu'on aille dans la continuité, puisqu'ils ont reçu le chef de l'État. C'est eux qui bénéficient, qui voient, qui sont au contact des réalisations dont nous parlons. Le représentant des députés, à savoir le président du groupe parlementaire, s'est prononcé aussi. Ça a été aussi la volonté de l'ensemble de nos députés. Quant au choix du vice-président, les maires dont j'ai parlé tout à l'heure, que ce soit le député et même au niveau de la structure même du parti, il a été décidé à travers une résolution, celle qui a permis de faire le choix du président Talon, de ce que le bureau politique puisse voir, en ce sens, continuer la réflexion et voir avec d'autres forces politiques pour pouvoir proposer au candidat celui qui pourrait être avec lui pour faire le binôme de candidature aux élections présidentielles. Et ce serait probablement pour quand? Nous avons notre calendrier. Alors, notre consultant politique, Gapit Napoléon Maforika, ensuite, donc, à cette activité des membres de l'Union progressiste, a donné également son point de vue, lequel je vous invite à suivre. La sortie politique de l'UP, on peut l'analyser, disons, à deux niveaux. Premièrement, cette sortie suit la déclaration de candidature du chef de l'État. Et donc elle n'apporte pas grand-chose au suspense, puisqu'il était quand même normal, il est normal d'attendre que le parti UP soutienne la candidature du président de la République. Donc à ce niveau, il n'y a pas de... Il n'y a absolument pas... On peut s'interroger sur le timing, tout ça, mais ça c'est, disons, à laisser à la discrétion des partis. Par contre, le deuxième niveau d'analyse de cette sortie politique de l'UP, c'est justement le silence sur la question de vice-président et justement la gestion que la partie fait du parrainage. Le silence sur la question du vice-président est peut-être stratégique. Dans les coulisses, ça tourne quand même, des informations circulent, des stratégies sont en cours et ça rejoint ce que nous disions. Ils ne peuvent pas se livrer à une bataille si cela se fait à Rakiri. Donc il me semble que il y a un modus vivendi interne qui est en train d'être trouvé, que le parti s'entende quand même sur certains des gens avec des critères, quelques critères quand même non écrits qui fonctionnent, qui rejoignent un peu globalement ce qu'on a eu à dire. Le vice-président ne doit pas être en position de perturber le jeu, par exemple, en 2026. Par exemple, donc, quelqu'un qui ne devrait plus être normalement candidat en 2026. Et quand le champ est ainsi restreint, il est évident que la candidature peut se lire rapidement à la vice-présidence. On peut essayer de voir un peu les profils en cours et puis regarder peut-être en parlant d'équilibre si on fait dans l'absolu que ce sera peut-être un candidat du Sud ou du Nord pour pouvoir essayer d'équilibrer, et même si on peut équilibrer l'Est et l'Ouest, le Nord et l'Ouest, bref. Donc, mais quand c'est entre le Nord et le Sud, on comprend que ça se jouera peut-être entre Sakalafia, Blaise Biotchané, peut-être Robert Bian. Alors, donc, Biotchané et Bian sont du BR, Sakalafia est de l'UP.
à moins que ce soit une affaire, disons, plus bas, avec Kondola dans les collines, Tchobor, Valère, Okondé, etc. Ou alors des gens à Doubé, mais qui ne savent pas de politique. Mais une fois que le chef de l'État lui-même est venu, qui n'est pas des partis, qui a été le candidat porté par les partis, c'est logique quand même que le vice-président soit issu d'un parti. Donc du coup, il faut s'entendre à ce que, entre le P et le BR, finalement, ils puissent s'entendre pour désigner peut-être un candidat, probablement du Nord, un candidat peut-être qui répond peut-être à des critères, je ne sais pas quoi, mais qui équilibre entre le sud et le nord du pays, donc le président étant du sud-centre, que le nord du pays aussi est un candidat. C'est la logique classique. C'est la logique classique et je me demande si on irait ailleurs que dans cette logique classique. On verra bien. Donc j'ai arrondi un peu mes analyses au regard des informations quand même que j'essaye de glaner et qui me permettent donc de dire ce que je dis actuellement. Donc s'il faut retenir un profil pour le vice-président, je pense que ce profil va être déjà plus proche de Sakalafia ou de Robert Bihan que de W. Tchane. Alors, la question du parrainage. Là, le parti a fait une grande avancée et là, il faut le saluer parce que le parti, en demandant à ses députés, en libérant ses députés pour qu'ils aillent, à ses élus, pour que les députés ou maires, pour qu'ils aillent parrainer les candidats de leur choix, ce parti a remis au centre de l'idée la question de l'élu. Le parti n'a pas d'injonction normalement à faire aux élus pour qu'ils soutiennent. Mais les élus peuvent être timorés, crispés, parce qu'ils auraient peur de l'appareil politique, c'est le parti. Cette directive vient maintenant à point nommé pour ouvrir le jeu. Voilà, donc c'est des directives, c'est des recommandations. Ça ne peut jamais des instructions. Parce que un parti ne peut pas en imposer à un élu. Mais il faut que l'élu vienne d'un parti. Donc il y a un équilibre à réaliser qui, à mon avis, le parti apparemment a fait jouer sur ces critères que de jouer sur des noms. Et là, c'est important. Donc aujourd'hui, c'est clair que lorsqu'on fait le point avec ces partis, avec ces éventuelles candidatures, on se rend compte que le parti a ajouté quand même un élément fondamental. Il ne faut soutenir que les candidats portés par les partis politiques. Ça ramène les partis politiques au cœur du jeu. Les gens qui disent qu'ils ont été empêchés d'aller aux élections, c'est pour ça qu'ils n'ont pas de parrainage. Aujourd'hui, ils peuvent avoir du parrainage, puisque le parti libère, le parti a 88, 87 élus, et en mesure de parrainer. 87, c'est pas moins de 5 candidats. C'est pas moins de 5 candidats. Donc, c'est pour dire que c'est déjà une avancée et c'est ce qui devrait être le parti du pays l'a validé et c'est à sa crédibilité. Donc, il y a application qu'on dit aujourd'hui comme le parrainage c'est pour Patrick Talon, c'est pour ça. Aujourd'hui, lorsque vous voyez donc que quand vous êtes porté par un parti politique, naturellement, ça veut dire que s'il veut m'amuser au jeu d'esprit, c'est que le candidat de FCB aura un parrainage, puis l'UPCL peut parrainer 5. Si on dit que bon, il y en a 16 pour parrainer Patrick Talon, encore qu'il n'a pas besoin que de l'UP, il a besoin le BR peut donner. Donc, il y a encore de la place pour le BR, et pour les FCB, pour les démocrates, pour le MPL, pour l'UDD, le DUD, et pour je ne sais pas quoi. Ça veut dire qu'il y a de la place. Que donc que les gens, au lieu de se mettre à torpiller le processus à salir, aillent chercher le parrainage. Et voilà, ce sont donc les avis du consultant politique Agapit Napoléon Mafoïk. Avant de venir sur la question de parrainage, Herman Dimitri Adankbo, quel colistier pour le candidat national Patrice Talon, c'est le thème de cette émission spéciale. Quel est le profil que vous voyez? L'objectif principal, c'est d'avoir un duo conquérant pour pouvoir faire la razzia le 11 avril déjà à 19h30 ou 20h. Donc le vice-président doit avoir un ancrage politique
bien identifié. Il doit avoir une épaisseur en matière d'expérience politique. On va tenir compte de l'équilibre régional. Une personne assez dense qui ajoute à l'envergure du candidat, du titulaire lui-même, pour qu'on puisse vite enlever l'affaire. Voilà en quelque sorte le profil et ça ne va pas rater. Julio Tometti, vous êtes juriste et analyste politique. Est-ce que entre-temps vous aviez simulé un peu le profil du colistier de Patrice Talon? Vous savez, le profil du colistier, ce sera difficile à simuler en raison notamment de comment le poste de vice-président a été forgé. Quelqu'un a dit un vice-président sans fonction, un vice-président sans pouvoir, un vice-président à la solde du président de la République et du Parlement. À partir de ce moment, et nous le notons dans l'actualité, vous avez constaté qu'il n'y a pas d'engouement, d'accord, au sein des partis politiques pour le poste de vice-président. Je serais pour le profil, je serais un peu peut-être beaucoup plus penché, d'accord, sur un profil de vice-président qui ne tienne pas compte forcément de l'équipe régionale parce que, vous le constaterez, le poste de vice-président n'aura pas un impact fondamental sur l'élection du président de la République. Et ça n'aura pas le duo tel que fort. C'est important. Nous ferons certainement semblant de jouer à un certain équilibre parce que la loi, la Constitution elle-même a déjà dénué le poste de vice-président de tout attribut. C'est-à-dire quoi, aujourd'hui, vous ne sentez pas des gens avoir de l'engouement tel que c'est pour le poste de président, de sorte que ce qu'on pourrait espérer en termes de profil du vice-président et ce qui est souhaitable pour l'équilibre des institutions, c'est un vice-président qui, d'une certaine manière, ne peut plus avoir de très grandes ambitions. C'est-à-dire un vice-président qui, par exemple, ne peut plus se porter, par exemple, candidat à l'élection présidentielle. Parce que généralement, entre les duos, lorsque nous voyons un peu ce qui se passe, soit le président de la République est tellement en symbiose, ou bien le vice-président en question est tellement redevable au président que le président est capable de le porter, comme on l'a vu par exemple aux États-Unis, où le colistier de Barack Obama aujourd'hui prend le pouvoir dans quelques jours. Ici, tel que c'est forgé, ce n'est pas la même chose. De sorte qu'à tout moment, et ça nous renvoie un peu quelque peu à la loi, ça peut être des éléments d'amélioration, de perfection en fait peut-être de notre texte constitutionnel actuel pour donner un peu en fait de critères de qualité au vice-président. Ce qu'on pourrait souhaiter, donc, c'est que le vice-président soit quelqu'un aujourd'hui qui puisse permettre d'abord dans un objectif électoraliste, c'est-à-dire, et en ce moment-là, on voit un peu quelque peu l'équilibre régional qui pourrait jouer. Patrice Talon étant fondamentalement du Sud, on donnera l'impression d'un vice-président peut-être du centre, de l'Est ou carrément du Nord, pour quelque peu jouer avec les sensibilités. Mais fondamentalement, ce vice-président ne pourra pas répondre fondamentalement à ceux qui, à cause de lui ou bien pour lui, ont porté leur choix sur le duo. Donc, c'est vraisemblablement comme un truc là, un scientifique doctrinaire béninois l'a dit, un vice-président qui, depuis l'annonce des élections présidentielles, nous nourrit. Et vous voyez, dans aucun chapelle, il n'y a personne qui sort. Et c'est pourquoi on arrivait à dire que peut-être l'annonce du président de la République était quelque peu sans effet, parce que on voyait dans le paysage politique, il n'y a pas cette personnalité-là que le président lui-même a forgé, a préparé pour assumer les fonctions. Donc, imaginez, pas extraordinaire pour que Patrice Talon ne soit pas candidat. Qui vous voyez, qui peut véritablement, concrètement, c'est-à-dire faire l'unanimité. Il n'y a vraiment personne, vous pensez? Non, pour faire l'unanimité au sein des partis politiques. Au sein des partis politiques, notamment, pour garder les partis politiques de la mouvance. Je parle des partis politiques de l'Union progressiste, du Bloc républicain, de l'UDBN, de FCBD, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas cette personne-là. Aujourd'hui, donc,
Vous avez celui qui va porter le titre de vice-président, c'est en étant vice-président qu'il va se forger quelque peu cette personnalité-là. Sinon, aujourd'hui, nous ne voyons pas tout. C'est pourquoi il est difficile pour les formations politiques. Vous avez beaucoup de partis politiques ont désigné un président de la République pour soutenir le président Talon, mais aucun d'eux jusqu'aujourd'hui n'a pu quand même dire telle personne pour être vice-président. Or, dans la démocratie que nous avons suivie, que nous observons, le jeu est fondamentalement plus clair. On sait en même temps qu'avec telle personne va, avec telle ou telle personne va. Moi, pour finir, je dirais par exemple, pourquoi ne pas envisager une vice-présidente par exemple? Ce n'est pas pour donner du punch aux féministes, mais une vice-présidente ferait pour moi quelque peu l'affaire. Et les profils parlant de vice-présidente, quels sont les profils? Les profils ne m'ont pas au Bénin. Les acteurs politiques ont toute la largesse pour identifier ces acteurs-là. J'ai quelqu'un devant moi que je connais au sein de l'Union progressiste, qui ne démérite pas, qui a les potentialités. Et donc, quand on le met à l'œuvre, surtout en raison de l'attelage institutionnel qu'on a fait autour du poste du vice-président, qui ne manquera pas d'assumer cette fonction-là. Je ne voudrais pas donner de nom pour créer peut-être quelque peu le débat. Je rappelle aux téléspectateurs qui pourront intervenir dans cette émission, l'heure sera ouverte d'ici quelques secondes. Alors, Moukaram Badarou, est-ce que vous êtes d'avis avec Julio Toumeti par rapport au poste de vice-président? Non, je partage pas son avis sur le sujet. D'abord sur la question de l'engouement ou pas. C'est celui qui n'a pas... Manque-t-il vraiment de personnes capables d'assumer ce poste? Il n'a pas l'information au niveau des différentes formations politiques. Il y a une course à l'intérieur de chaque formation politique, un certain nombre de personnalités. C'est des jeux de couloir, c'est des jeux de coulisses, puisqu'il revient en définitive au candidat de choisir son vice-président. Et par conséquent, c'est un jeu de couloir, c'est un jeu politique, bref, c'est des randonnées politiques, nocturnes comme du jour, pour vous dire que il y a bien d'engouement. Ce n'est pas peut-être connu de l'opinion publique encore. Mais le moment venu, les choix se feront savoir. Deuxième chose, même dans de grandes démocraties, on n'a pas le vice-président avant le candidat lui-même. C'est toujours bien après, puisqu'il n'est que le colistier de l'autre. Et troisième chose, le vice-président, tel que je voudrais saluer les honorables députés à l'Assemblée nationale, le constituant tel que cela, puisque pour pouvoir faire une loi, il faut bien faire un tour en arrière, faire le présent et anticiper de manière rationnelle sur l'avenir. Ils ont tenu compte de ce qui s'est passé dans les années passées, je veux dire quand on était encore Dahomey au lendemain du 1er août 1960, les difficultés qu'on a eues ici entre le président et les vice-présidents. Ils ont tenu compte de la même actualité dans d'autres pays. Bref, un certain nombre de choses ont été mises ensemble pour pouvoir faire la loi telle qu'elle est faite là. Et donc, le vice-président, comme nous l'avions dit tout à l'heure, une motion a été faite sur le sujet au niveau de l'Union progressiste qui donne un mandat au bureau politique de voir avec d'autres forces politiques pour pouvoir voir qui il faut proposer au chef de l'État, qui prendra en compte le choix que nous ferons, le choix qui va être fait en définitive, tiendra compte d'un certain nombre d'éléments. Quelques-uns ont été déjà dit sur ce plateau et certainement encore d'autres éléments vont être pris en compte parce qu'il faut le dire au passage, le vice-président est un potentiel président. Le vice-président, c'est un potentiel président, sauf pour des raisons de ce, comme on le dit, c'est de ça que le constituant a tenu compte pour pouvoir faire en sorte que dès le départ déjà en tant que vice-président, qu'il n'y ait pas une concurrence inutile, qu'il n'y ait pas des visions qui obstruent ou bien qui torpillent même le président de la République. Et ceci, c'est le pays qui va perdre en définitive. C'est pour ça que, tel que c'est fait, le vice-président, il sera le chancelier de l'ordre du pays. Mais entre-temps, il n'a pas d'autre chose à faire que ça. Mais il faut souligner au passage que c'est un potentiel président. Par conséquent, la personnalité à choisir remplira un certain nombre de critères. De critères en tant que le background, en tant qu'audience politique, en tant que popularité, en tant qu'un certain nombre de capacités avérées à gérer la chose publique. Et donc, du coup,
contrairement à ce que l'on peut penser a priori, il faut savoir que ce n'est pas un choix qui doit être fait au hasard, c'est un choix judicieux, un choix conséquent, un choix rationnel. Il nous revient, nous, simplement, au niveau des partis politiques, de faire des propositions. Le candidat, en définitive, que nous avons choisi, c'est lui qui va finalement faire son choix. Et il tiendra compte de ces éléments-là pour faire en sorte que le duo puisse permettre à ce que la présidence de la République puisse répondre aux aspirations profondes de notre peuple et dans le cadre de la continuité, dans le cadre de tout ce que nous avions vu fait depuis 5 ans, qui honore le Bénin. Il faut le dire avec beaucoup de force, qui honore le Bénin. Chacun d'entre nous aujourd'hui, nous sommes satisfaits de ce que il y a une parole présidentielle dans le pays. Nous sommes satisfaits de ce que il y a une méthode qui préside aux destinées du pays. C'est-à-dire que le constat, la méthode, la conception et la réalisation. Et puis après, aller voir ce qui est fait pour réajuster. Et tout ceci donne, je vous le dis avec beaucoup de force. Moi, j'apprends de ça quelque chose que pour la gestion de la chose publique, qu'il ne faut pas gérer au pif, qu'il ne faut pas gérer à la oula, mais par contre, avoir une certaine pondération. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai dit dans une tribune que Talent 2 s'impose, qu'il est nécessaire, parce que le développement c'est dans la durée. Tout ce que les réformes qui ont été entreprises, les réalisations qui ont commencé, il y a un certain nombre de choses. Si aujourd'hui nous avons plus de 700 000 au niveau de coton, nous sommes le premier au niveau de la sous-région, 400 000 tonnes au niveau du riz, nous sommes deuxième au niveau de la sous-région. Si le taux de croissance aussi 6 et quelques pourcents, nous tutoyons les 2 chiffres pour l'avenir. Tout ceci est la réforme politique, la sécurité que nous avons, l'autorité de l'État qui est rétablie dans le pays. Où aujourd'hui, comme on le dit, les frères font, nous soudons. Aujourd'hui, nous voyons, nous observons que quelqu'un préside aux destinées de notre pays. L'autorité de l'État est rétablie et aucun développement n'est possible sans ces éléments-là. Et aujourd'hui, je crois que le duo que nous souhaitons, nous sommes déjà très heureux. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé d'un ouf, de soulagement, parce que contrairement à ce que l'opinion pourrait penser, c'était pas gagné d'avance. C'était pas gagné d'avance. Le chef de l'État, et moi je tiens sur ce plateau, à lui dire un grand merci, parce que se sacrifier pour son pays, faire des choses, continuer, parce que gérer, présider, beaucoup pourraient seulement voir un président qui est entouré de gardes du corps. Il n'y a pas que des privilèges dans les fonctions républicaines. C'est tout un sacrifice humain, un sacrifice intellectuel, ainsi de suite. Bref, moi je voudrais lui dire encore une fois merci ce soir pour avoir libéré notre peuple, pour avoir dit oui, de continuer. Et donc, le duo, pour finir sur le sujet, le duo souhaité est un duo qui va répondre à un certain nombre de critères que nous venons d'évoquer et qui prend en compte la continuité. Annick Dimadia, les femmes se sont démarquées, n'est-ce pas, ces dernières années sur l'arène politique. On pourrait quand même envisager une présidente pour une femme, pardon, pour ce poste de vice-présidence. Oui, merci. C'est vrai que les femmes se sont de plus en plus fait remarquer sur le plan de la politique. Pourquoi ne pas envisager une candidature féminine pour le poste de vice-président? C'est légitime. Ce n'est pas que le poste de président ou de vice-président n'est pas taillé seulement pour les hommes. Les femmes ont montré leur capacité dans ce pays à gérer les choses publiques mieux que les hommes. Quand on prend sans être féministe, hein? Oui, sans être féministe. Bien sûr. Quand on prend beaucoup de structures aujourd'hui, les questions de corruption, les questions de mauvaise gouvernance ou de malgouvernance sont plus portées par les hommes. C'est-à-dire que les femmes ont naturellement une prédisposition à une meilleure gestion des affaires. Et ça commence par le ménage. Et donc, c'est pour dire que si aujourd'hui les partis optent pour présenter une femme, ce serait vraiment du mérite. Et ce serait heureux.
Aujourd'hui, le débat se fait au sein de l'Union progressiste. J'allais vous le demander. Des candidatures sont là, aussi bien féminines que masculines. Mais l'enjeu, c'est vraiment d'avoir un duo. Un duo, qu'il soit un duo mixte ou un duo purement masculin. L'enjeu, c'est d'avoir un duo de taille, un duo qui gagne au premier tour, un duo qui réponde vraiment aux aspirations populaires, un duo qui permette à notre pays de consolider les acquis, non seulement de consolider les acquis, mais de poursuivre ce travail de développement que nous avons amorcé avec le président Patrice Talon. Et c'est justement l'une des raisons pour lesquelles l'Union progressiste a choisi ce candidat. Et comme l'a dit mon camarade tout à l'heure, ce n'est pas qu'il n'y a pas de potentiel candidat pour être président, d'abord président de la République. Non. Au sein de l'Union progressiste, nous avons assez de compétences. Nous avons des hommes qui ont eu à faire leur preuve dans ce pays, qui ont les capacités, les compétences qu'il faut, les aptitudes morales, et un certain nombre de critères qui pourraient leur permettre de se positionner. Mais nous avons démarré une expérience avec le président Patrice Talon. Et aujourd'hui, nous avons vu à l'Union progressiste que tout ce qui se fait avec le président Patrice Talon s'inscrit dans la droite ligne de l'idéologie du parti, répond à notre vision. Et quand c'est comme ça, pourquoi vous voulez changer une équipe qui gagne? Voilà, donc nous avons décidé de soutenir le chef de l'État jusqu'au bout et lui permettre de faire un second mandat pour consolider les acquis et permettre également à l'Union progressiste de pouvoir conquérir le pouvoir, parce que le pouvoir de 2021-2026 ne se fera pas sans l'Union progressiste. Alors, vous allez nous expliquer cette résolution de l'Union progressiste liée à la question du parrainage. Je lis l'Union progressiste, les députés et les maires ne pourront parrainer que les candidats soutenus par des partis politiques ayant une existence légale au Bénin. Que peut-on comprendre donc par cette décision? Oui, déjà il faut saluer cette résolution de l'Union progressiste qui remet la balle à terre et qui permet aujourd'hui de sauver notre démocratie, parce que c'est de ça qu'il est question. C'est sauver la démocratie, c'est sauver l'unité nationale. Aujourd'hui, l'Union progressiste se positionne comme le parti qui vient offrir la possibilité aux autres formations politiques légalement constituées de pouvoir se présenter. Donc ça libère le champ et ça permet aujourd'hui d'avoir vraiment la fête présidentielle comme on le souhaite. Donc moi je voudrais remercier déjà la direction du parti pour avoir permis aux élus, aux maires et aux honorables députés de pouvoir donner librement le parrainage à ces candidats-là. L'autre chose qu'il faut retenir, c'est que en tant que maire ou en tant que député, parrainer un candidat qui n'est pas de votre obédience politique peut paraître sur le plan éthique, qui peut paraître un peu bizarre. Mais quand on regarde l'enjeu qui est là, quand on regarde l'objectif derrière qui est de permettre à tous les candidats de pouvoir se positionner, c'est une initiative qui reste louable et qu'il faut encourager. Alors, Elman Dimitri, donc pour l'Union progressiste, a donné sa part sur la question du parrainage. Au niveau du bloc républicain, est-ce le même processus? Je voudrais d'abord dire deux petites choses par rapport au poste de vice-président. Que d'abord, par rapport à la candidature d'une femme, ce serait extraordinaire. Je suis pour une... Alors, quel est le profil que vous voyez rapidement? Ça peut se passer, mais... C'est possible, c'est bien possible. Ça va tellement me réjouir. La deuxième chose, c'est par rapport à mon ami. Je voudrais que vous nous fassiez un petit profil, n'est-ce pas? Il y a tellement de femmes. De cette dame-là. Oui, allez-y. On peut les nommer, on peut les nommer. Vous ou Annick?
C'est bon? Je ne suis pas politicienne, moi. Je ne suis pas politicienne. L'autre chose que je voulais dire, c'est par rapport au poste de vice-président, de faire attention à ne pas comparer le poste de vice-président au vice-président des grandes démocraties entre griffes, que le dispositif juridique par rapport au poste de vice-président a été bien mûri ici, M. Moukam l'a dit tout à l'heure, par rapport à l'histoire politique de notre pays, par rapport aux pesanteurs sociologiques. On ne va pas produire un vice-président qui devient, on ne veut pas faire du bicéphalisme, un vice-président qui devient une menace, qui commence à être démesurément ambitieux pour la stabilité du pouvoir. C'est pourquoi ça a été très bien mûri, il y a de l'intelligence politique autour. Et les profils ont été bien définis. On a fait en sorte que peut-être une frange de la population se sente concernée par la gestion du pouvoir, que des gens, que des ambitions soient bien mesurées, que les surexcitations soient amorties, mais pas que ça devienne une affaire de concurrence. Donc, par rapport aux États-Unis ou je ne sais où, ce n'est pas ça qu'on a voulu, ce n'est pas cette option que nous avons eu à faire. Notre option est l'option qui nous convient sociologiquement. Par rapport au parrainage, je voudrais dire, comme Annick, que le fait que les gens de la mouvance, les élus de la mouvance présidentielle, proposent le parrainage à nos amis de l'opposition est une très bonne chose pour la démocratie, contrairement à ce que les gens pensent. L'idée est de faire en sorte, l'objectif est de faire en sorte que l'on permette à l'opposition d'exposer ses idées, d'exposer son projet de société, de compétir, de participer à la vie politique nationale, à l'élection présidentielle, pour qu'on ne parle pas d'exclusion. Donc, toutes ces précautions ont été prises. Et si après tout ça, on constate que les gens n'en veulent pas du tout, on aura la conclusion, on aura conclu que l'idée derrière tout ce que nous entendons depuis des mois était de foutre le bordel dans notre affaire. Et je crois que le bordel ne va pas marcher. Je voudrais saluer les gens de l'Union progressiste et pour ne pas manquer de saluer les responsables du bloc républicain qui offrent la possibilité à l'opposition, désormais officiellement, de venir chercher les parrainages. Celui qui vous donne le parrainage n'a pas besoin de vous soutenir. D'ailleurs, l'opposition dit que le peuple tout entier est avec elle et que le pouvoir est minoritaire. Alors, il revient à l'opposition de saisir le parrainage. Même 16, ça suffit pour damer le pion à la mouvance et que l'on avance. Alors, Julio Tometti, on va penser un peu à nos amis de l'opposition. Les membres UP ont été clairs sur la résolution. Est-ce qu'ils devront toujours continuer de douter? Ils ont certainement des raisons de douter, parce que vous savez, en politique, c'est ce qu'on appelle des rapports de force. L'opposition aujourd'hui ne veut pas quelque peu se montrer quémandeur d'un certain soutien ou d'un certain parrainage. Ce que l'opposition a toujours demandé depuis la réforme constitutionnelle, c'était que l'on laisse la possibilité, comme auparavant, à tout Béninois qui se sent capable de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle sans pouvoir passer par un certain nombre de passoires, c'est-à-dire aller solliciter ou quémander de parrainage ou de soutien de quelques élus que ce soit, en considérant aujourd'hui le paysage politique que nous avons, un parlement qui est quelque peu d'une frange politique et des élus communaux, municipaux du moins, qui sont majoritairement de la mouvance présidentielle. Donc c'est quelque peu comme si on allait quémander. Et donc cela, vous savez, aussi, il y a une question d'ego, il y a aussi l'ego en politique. Mais c'est quand même les mêmes personnes, hein? Bien que les bords soient différents, c'est quand même les mêmes personnes. Ce sont les mêmes personnes, mais le problème qui se pose, c'est les amis d'hier. C'est fondamentalement ce qu'est critère un élu
peut aller, parrainer tel ou tel. C'est vrai que les formations politiques proches de la mouvance vont s'assurer à ce que le candidat ait d'abord les 16 parrains, maintenant penser aux autres. Donc, en fait, nous n'avons toujours pas quitté. Parce que imaginez qu'un kidam. Et l'autre question que je me pose, je me dis, suivant les consignes de l'Union progressiste, est-ce qu'aujourd'hui, les élus de l'Union progressiste peuvent parrainer des candidats indépendants, des candidats qui ne sont d'aucun parti politique? Parce que la loi électorale n'ayant pas fait... Le communiqué dit que les maires et députés soutiennent ou vont parrainer les candidats soutenus par des partis politiques. Le problème se pose toujours. Le communiqué est Ça clair. veut dire qu'à partir de ce moment, il est impossible, d'accord, d'avoir des candidatures indépendantes. Or, ce n'est pas la lettre et l'esprit de la Constitution. La Constitution, le seul élément d'éligibilité que la Constitution est posée, c'est que des élus vous sentent fondamentalement sérieux, capables, légitimes pour vous donner le parrainage. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, nous ne pouvons pas avoir des candidatures indépendantes. Et je continue de dire que ce n'est pas conforme, d'accord, à la lettre de la Constitution qui n'a posé que le principe de parrainage. C'est pourquoi j'avais eu à dire, lorsque la classe politique, l'opposition, sur les questions de récépissé du parti, les démocrates et autres, ils n'ont pas les récépissés, ils n'ont pas les dit non, ils n'ont pas besoin de récépissé, ils n'ont pas besoin d'être un parti de l'opposition constitué avant d'aller aux élections. Tout ce qui leur suffit, c'est d'avoir le nombre de parrainages requis. Et à partir de ce moment-là, le jeu est beaucoup plus fluide. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons toujours eu, et le Bénin, de par l'expérience politique du Bénin, c'est vrai qu'on a voulu réformer pour donner beaucoup plus de force aux partis politiques, mais il n'est pas à ignorer que le peuple, autant que nous sommes, tout le monde est capable, d'accord, de gérer, de conquérir, de compétir, de convoiter le poste présidentiel, que l'on soit membre d'un parti politique ou pas. Et je continue de dire que cette approche, cette consigne-là, fondamentalement, ne respecte pas les lettres de la Constitution, qui n'a pas voulu obstruer, d'accord, la candidature des candidats indépendants. Tout, c'est que lorsque vous êtes indépendant, il faut vous montrer assez sérieux envers les parrains pour que ceux-là vous donnent le parrainage. Justement, à ce que je viens d'entendre, nous avons environ ici 12 millions de Béninois et le dispositif juridique actuel permet d'avoir environ 10 candidatures. Je crois que c'est largement suffisant si nous ne voulons pas tomber dans la comédie. Et quand on parle de candidature indépendante, je me dis, la Constitution dit que les partis politiques animent la vie politique nationale. Et soit vous êtes de la société civile, soit vous êtes un homme politique. Les petites tricheries, les opportunismes, les petits jeux où on surgit quelques semaines avant la présidentielle et on prend le pouvoir, il faut que ça s'arrête. C'est ma conviction. 10 candidatures, pourquoi la barre 10 candidatures a été mise. Allez encore relire la Constitution. Et c'est pourquoi je parlais tantôt de la lettre et de l'esprit de la Constitution, d'accord, qui a voulu faire de l'élection présidentielle. C'est seulement les élections communales, les élections législatives et communales, d'accord, que les partis politiques animent Est-ce la vie politique nationale. est-ce que la Constitution a Et quand dit il parle quelque d'animation part de la vie politique nationale, Julio on parle- Tometi, laissez-le aller au thème de voilà, son développement. essentiellement de la présidentielle. On ne peut pas parler de l'animation de la vie politique nationale et dire que la présidentielle est un petit enjeu. Et je continue de dire avec beaucoup de conviction qu'il ne sert à rien de se cacher derrière une candidature indépendante, que des opportunistes surgissent quelques semaines, quelques mois avant la présidentielle, mettent des besicles avec des costumes bien soignés, la langue mielleuse, pour prendre le pouvoir. Ce n'est plus tolérable à mon humble avis. Moukarama Badarou, alors quel est le sort de ces candidats indépendants qui aspirent au poste de la présidentielle, au D'abord, poste du il faut- président de la République, j'allais dire. Il faut être très clair sur le sujet. La Constitution du 11 décembre 1990, même révisée, est formelle sur le sujet. Les partis politiques animent la vie politique nationale, première chose. Deuxième chose, sur tout ce qui concerne les élections, la Constitution a prévu que le code électoral régule leur fonctionnement.
Et c'est le code électoral ici aujourd'hui qui a indiqué la nécessité d'un parrainage. Deuxième chose, il faut dire que ce soit le président Mathieu Kérékou et le président Yahi Boni, et autant que nous sommes acteurs politiques, moi j'étais chef de parti politique, autant que nous sommes, chacun était convaincu, chacun était conscient de la nécessité de filtrer. Et ce n'est pas une première. En France, vous ne pouvez pas vous lever un matin et dire vous êtes candidat. Vous devez avoir un parrainage. Le Sénégal, à côté de nous ici, la Côte d'Ivoire aussi, et j'en passe. Donc c'est dire qu'au niveau des acteurs politiques, la question du parrainage est réglée. Chacun est conscient de sa nécessité. Et aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas avoir de la mémoire courte, c'est dans un package de réformes politiques que nous avons cette affaire de parrainage. Et l'Union progressiste aujourd'hui, en faisant sa motion, ne se montre qu'en lien étroit avec tout ce qui est fait jusqu'aujourd'hui. Si aujourd'hui l'Union progressiste ne parle pas de parti légalement constitué, à quoi alors aurait servi tout ce que nous avions fait? Et que cela soit dit au passage, la question de la mise ensemble d'un certain nombre de formations politiques pour mettre fin à la balkanisation des partis politiques, ça date des années. Qu'ils vous souviennent, mars 2008, dans ce pays, on a parlé des GIF. C'est devenu après l'Union fait la nation. Donc on ne parle aujourd'hui de l'Union progressiste. Quand le président Yahi Boni parlait de démocratie Nescafé, il savait ce qu'il mettait dedans. Le président Mathieu Kérékou n'en avait pas. Bref, il était utile, il était nécessaire de filtrer. Et aujourd'hui, l'Union progressiste vous demande si vous voulez présider les destinées du pays, mettez-vous en rang, mettez-vous dans un parti politique, qui qu'il soit. On ne dit pas d'être de l'Union progressiste, du Bloc républicain, vous pouvez être du Parti du Renouveau démocratique, vous pouvez être de l'UDBRU et j'en passe. On vous demande simplement, puisque vous aspirez, parce qu'après, c'est qu'un indépendant, un kidam, vous prenez le pouvoir et ceux avec qui vous faites le gouvernement, c'est le jour du premier conseil des pays que vous vous rencontrez. Aucun pays ne peut se développer comme ça. Aucun pays ne peut se développer comme ça. Et nous avons... Jusque-là, on a reçu déjà 2 candidatures des personnes indépendantes. Mais vous verrez que des personnes indépendantes, peut-être au niveau du Bloc républicain, puisque je n'ai pas eu une motion venant d'eux, mais au niveau de l'Union progressiste. Je pense que vous pouvez concéder à un parti politique d'avoir une organisation interne. Et le parrainage qui est un acte républicain, il faut le dire au passage. Le parrainage est un acte républicain. Quand vous vous levez, vous allez dans un arrondissement pour aller légaliser votre acte de naissance ou je ne sais pas quoi, personne ne peut vous demander de quel bord politique vous êtes. C'est un acte républicain. Donc le député, le maire, tel que par rapport à la loi que nous avons votée ici, peut parrainer n'importe qui. Maintenant, dans une organisation interne à notre parti politique, parce que vous pouvez parrainer quelqu'un sans le soutenir. L'essentiel, c'est que vous le jugez par rapport au cadrage politique que vous avez, par rapport à son projet de société, vous estimez qu'il mérite à ce que vous le parrainez. Et ça peut s'arrêter là, il peut vous parrainer sans vous soutenir. Donc aujourd'hui, au niveau de l'Union progressiste, imaginez que l'Union progressiste prenait comme décision comme quoi on ne parraine que notre candidat. Parce que quand on dit 16, on ne dit pas que c'est forcément 16, ça peut être au-delà de 16. Bien sûr. Ok, donc on pouvait remettre l'ensemble de ce que nous avons comme parrain à notre candidat. Mais on s'est ouvert parce qu'il s'agit de notre pays. Puisque des circonstances ont fait que certains ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Il ne faut pas croire que le pays se gère sans une pensée positive pour son fonctionnement. Mais c'est comme si cette ouverture a des limites également. Hein? Non, elle n'a aucune limite. On vous dit, vous savez, chacun doit être dans son couloir. Il faut le job. Devenir président de la République, c'est à moins qu'on veut s'amuser. Ça, il faut qu'on le dise aussi. À moins qu'on veut savoir. Sinon, si vous n'êtes pas préparé pour, vous aurez des difficultés. Et nous, on peut pas, le pays ne peut pas vous suivre, nous, dans votre aventure, dans votre vision esselée. C'est pour ça que ici, elle n'a pas de limite, par contre. Et comme il l'a dit tantôt, ça fait près de 5 candidats qui peuvent bénéficier du parrainage au niveau de l'Union progressiste. Maintenant, est-ce que c'est un problème? Vous voulez être candidat. Et ceci, puisque un pays, c'est des lois. Et des lois légalement constituées. Et quand le vote de la loi par rapport au parrainage tel qu'il est constitué, ça a été bien
promulgué. Ça a été pris en compte au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc le problème ne se pose aucunement à ce niveau. Si vous êtes candidat, vous ambitionnez diriger le pays, et quitte à vous de faire votre course pour pouvoir vous enrôler dans un parti politique, et cela est faisable. Vous savez, on ne peut pas vouloir gérer un pays et ne pas avoir ses déterminants. Et donc, il suffit seulement de se faire enrôler par n'importe lequel des partis politiques, et maintenant c'est avec ça que vous allez vers les parrains. Mais vous avez vu, les parrains qui ont commencé par parler depuis il y a 2 ou 3 jours, comme quoi ils sont là, mais aucun candidat n'est encore venu à l'époque. Je rappelle aux amis téléspectateurs qui peuvent commencer par nous appeler au numéro qui va s'afficher devant le petit écran. Oui, donc, les parrains, il y a certains parrains qui se plaignent déjà, peut-être que... Ils se plaignent de quoi? De ce que, à ce jour, pas de filles. À ce jour, ça fait un moment, que cette question le jeu des élections d'avril est déjà lancé. Mais il y a le maire, le député se dit, mais personne n'a encore toqué à sa porte. Mais cela dit... Ça a démarré juste jeudi dernier. Ça devait être même avant, puisque ce qui a démarré le jeudi dernier, dernier, les négociations ne se faisaient pas depuis, certainement ça se faisait déjà. Moi, peut-être que je vous informe, je vous dis que, et je crois qu'ils ont dit devant vos micros, le député, le maire, certains maires, pour être plus juste, certains maires, certains députés, et beaucoup d'entre eux l'ont dit, les députés l'ont voilà, dit. donc c'est devant vos micros que, à ce jour, ils n'ont vu personne encore à leur porte. Maintenant, ça va se faire certainement. C'est quoi le problème en fait? Qu'est-ce qui veut se passer? Annick Dimadia, qu'est-ce qui veut se passer? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui veut se passer? Bon, moi je ne vois pas de problème. Sincèrement, je ne vois pas de problème. Je ne vois pas de problème dans la mesure où, avec les résolutions que nous avons prises à l'Union progressiste, et avec la motion sur le parrainage, même si problème il devrait y avoir, je pense que maintenant, il y a déjà un début de solution. Parce qu'il ne faut pas oublier d'où nous venons. Il ne faut pas oublier pourquoi ce combat est mené. Nous sommes partis de 250 partis politiques. Et nous sommes que qu'on soit de la mouvance ou qu'on soit de l'opposition, on s'est tous accordés sur le fait que c'est l'un des obstacles majeurs au développement de notre pays. Et c'est ensemble que nous avons décidé. Aujourd'hui, ceux qui sont contre cette réforme du système partisan, quand ils étaient au pouvoir, ils l'ont voulu, ils l'ont souhaité. Il ne faut pas oublier ça. C'est pas parce qu'aujourd'hui, ils ont décidé de ne pas parce qu'il faut se dire la vérité. Ils ont décidé de ne pas se conformer, qu'ils vont mettre le pays dans le chaos. Non. En tant que... je crois que nous avons des intervenants en ligne. Auditeurs, téléspectateurs, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. On vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Moi, c'est monsieur Anissé Michel, depuis le Costa. Aristide. Anissé Michel. Anissé Michel, depuis Lokossa. Oui. Allez à votre préoccupation. Voilà. Le débat est très bon. Moi, je vois que monsieur le président de la République, Paris Talon, a bien fait. Ils ont bien rêvé. C'est pourquoi il a choisi BR. Ça, c'est très très bon. Il a choisi BR. UP aussi, il est dans le rang. Vous avez dit quelque chose? Monsieur Michel? Madame, je suis à l'écoute. Oui, vous aviez dit quoi? J'ai bien dit que le président a fait le bien choix. Quel est le choix fait par le président? Pour être BRO. Ah. Cette information, nous ne l'avions pas. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Michel Anissé, qui nous appelait depuis Lokossa. Une petite confusion à son niveau. Oui, petite confusion qu'il faut clarifier. Le chef de l'État n'est le candidat d'aucun parti politique. Un autre téléspectateur en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir, madame.
Bonsoir téléspectateurs, vous appelez comment, vous nous appelez d'où? Oui, Alonso Victorin depuis Suava. D'accord. Allez à votre préoccupation. Je remercie beaucoup le plateau. Merci. Et ce soir, moi, je reviens toujours à la charge. J'étais en direct hier sur le plateau. Et ce soir aussi, je suis toujours au rendez-vous. C'est pour vous dire que le choix fait par l'UP aujourd'hui, moi, c'est un non-événement. Sincèrement, c'est un non-événement puisque le candidat porté par l'UP aujourd'hui a dit hier que lui, il veut rendre les partis politiques forts et que les partis politiques désormais auront leur candidat, leur propre candidat aux élections présidentielles, puisque lui, il n'a pas eu un parti politique pour pouvoir venir diriger, il était indépendant. Donc il est grand temps pour que quelqu'un aujourd'hui pour être candidat dans ce pays soit porté par un parti politique, qu'il soit membre, militant d'un parti politique. Finissons-en avec ces gens de discours-là. Nous avons fini en 2026. Un indépendant, un millionnaire, un milliardaire viendra encore postuler en tant qu'indépendant. L'UP encore va opter pour son choix. Et Bière aussi va opter pour son choix. Et nous serons dans l'embrouillement total, s'il vous plaît. Soyons sérieux sur le plateau. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui empêche, monsieur le président, de se retirer? Il a bien fait, il a tout tracé déjà. L'UP est déjà dans son coin. Bière est déjà dans son point. Elle se est déjà dans son point. Il n'ont qu'à avoir leur candidat. L'UP va choisir son propre candidat au sein de son parti et avoir des candidats indépendants. Là, comme ça, les sociétés seront confrontés. Vous dites à quelqu'un maintenant d'aller parrainer un C2, un UP d'aller parrainer un C2. Qu'est-ce qu'ils ont de commun? S'il vous plaît, madame, soyons honnêtes. Ils n'ont rien de commun, ils n'ont rien. La personne supporte talent. Et c'est son projet de société qui connaît, qui maîtrise bien. Et la personne fonctionne depuis 2016 avec talent. Vous dites d'aller parrainer un candidat FC2, il va en faire quoi? Je vous en prie, soyons honnêtes. D'accord. Il va être si talent se retirait du jeu, UP va se retrouver, va avoir la même truc là et pouvoir désirer un candidat en son sein. BR va désirer un candidat en son sein. En ce moment, nous aurons des candidatures, des candidats indépendants comme ça. Nous voyons, on voit clair. Hein? Merci, monsieur Victorin. Et voilà, on a la candidature. Non, soyons honnêtes sur le plateau, s'il vous plaît. Merci, monsieur Victorin. Je rappelle que vous nous appelez depuis Suava. Madame Annick, vous avez la parole. Je remercie le téléspectateur. Il a posé ses préoccupations légitimes. Et je vais profiter pour répondre un peu à un certain nombre de points qu'il a soulevés. D'abord pour dire que le chef de l'État est en droit de se présenter, tout comme tout citoyen béninois. Et la Constitution lui permet de se présenter. L'Union progressiste étant une formation de la mouvance, est libre de choisir un candidat. Et en cela, il a porté son choix sur le candidat Patrice Talon. Alors, par rapport à ça, l'Union progressiste a ses raisons. J'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas parce qu'au sein de l'Union progressiste, il n'y avait pas de personnes ou de profils capables d'être candidats à la présidentielle. Mais nous sommes sur un cheminement depuis quelques années. Et nous nous sommes dit qu'il faut continuer cette dynamique juste pour consolider les acquis. Et c'est dans cette démarche structurante que le choix a été porté sur sa personne. Que le choix a été porté sur le candidat Patrice Talon. On était en train de parler de la question du parrainage. Et je disais que il ne faut pas oublier d'où nous venons. Nous venons d'un passé où nous avions 250 à 300 partis politiques. Nous étions dans un environnement où le paysage politique était tout
mais sauf un paysage politique capable de porter notre pays à un niveau de développement. Et c'est ensemble avec ces mêmes acteurs aujourd'hui qui critiquent ces réformes que nous avons décidé d'assainir ce paysage politique. Et dans cette démarche, nous ne pouvons pas permettre que des kidams se présentent parce qu'ils sont des candidatures indépendantes. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il faut aujourd'hui restaurer l'autorité du pouvoir. Quand on parle d'élection présidentielle, c'est un enjeu. Et c'est un grand enjeu. Et nous savons que l'animation de la vie politique revient aux partis politiques. Et c'est tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est mettre les partis politiques devant leurs responsabilités. Et c'est pour ça que tout à l'heure, le camarade Badarou disait qu'il n'y a pas de limite. Même s'il y avait de limites, on va l'assumer. Parce qu'on ne peut pas donner le parrainage à n'importe qui. C'est un boulevard qu'il faut ouvrir. Herman, et ce n'est pas Dimitri, l'objet enfin, c'est pas l'idéal que nous recherchons à l'Union progressiste. Herman Dimitri Adankpo, un téléspectateur, disait tantôt que le chef de l'État était BR. Il eut genre de faire cette clarification et d'expliquer. Bon, ça dépend de quoi il parle. Le BR a choisi comme candidat Patrice Talon. Est-ce que ça veut dire que Patrice Talon est du BR? Pas forcément. C'est pourquoi je disais qu'il eut de faire cette clarification. clarification. Je voudrais revenir sur l'autre qui... Un autre téléspectateur qui s'annonce. Bonsoir, chers téléspectateurs. Oui, bonsoir. Oui, cher ami, vous nous appelez d'où et quel est votre nom? Je vous appelle depuis Parakou. Parakou. On vous appelle comment? Je me nomme Taoufik Bio. Bio Taoufik. Allez à votre préoccupation. Oui. Bon, en fait, je ne trouve pas trop tort à ce truc de parrainage. Mais en fait, nous comprenons qu'au niveau de l'Assemblée, il n'y a que les mouvanciers. C'est là le déséquilibre. Est-ce un frein? Merci, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci de participer à cette émission. Je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent toujours continuer de nous appeler. Quel colistier pour le candidat naturel qu'est Patrice Talon? C'est le thème de cette émission spéciale. Alors, Dimitri, vous aviez la parole. Il y a un auditeur, comment vous l'appelez, un téléspectateur qui trouve que... Quelqu'un s'annonce. Bonsoir, auditeur, téléspectateur, bonsoir. Oui, bonsoir, madame la journaliste. On vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Amadaruna Sabiari depuis Parakou. D'accord. Alors, vous êtes en direct sur télé. Je crois que les gens oublient où nous venons rien. Et aujourd'hui, je suis allé à Niki, vraiment, j'avais voulu pleurer d'émotion avec vraiment ce que le président est en train de construire, c'est-à-dire un stade vraiment très très beau. Et c'est 22. Donc le temps ne peut pas me permettre de citer 35 marchés. Il n'y a jamais eu même aucun marché de ce type-là. Oh bien, excusez-moi. Donc, l'eau, l'électricité, il a fait le corps, tout le monde le sait. Même les aveugles, les sourds. Donc, je demande, je m'excuse, mais les gens n'ont qu'à comprendre, c'est nous, c'est le développement. Talon peut faire ça, la fille développe le pays, c'est rien. C'est pour ça que l'homme choisit un président. C'est pas pour faire plaisir à quelqu'un, non. C'est ça. Nous, on voit, moi, je ne travaille pas, on ne m'a pas pris d'abord, même moi, je vois partout, je vois. Même là, on a eu beaucoup, surtout l'électricité, tout ça. L'eau, là, vraiment. Surtout dans Corée, ceux qui ne sortent, ils n'ont qu'à sortir pour voir comment les gens souffraient. Partout, ils changent le pays et nous, on dit, on ne veut pas dire, il a dit 5 ans. 5 ans, il a fait à quoi avec qui? Hein? On n'a pas voulu réviser la constitution qu'il avait proposée pour qu'il passe 5 ans. Maintenant,
Il a fait maintenant pour 10 ans, il veut faire 10 ans. Il y a la population, la grande majorité qui le soutient. Ce n'est pas que les individus qui vont dire que si eux ne veulent pas faire ça. Beaucoup ont vu ceux qui ne supportaient même pas Talon, beaucoup c'est eux qui le supportent partout. Ils disent ah, vous avez raison, on a dit bon, c'est ça. Hein, sincèrement, beaucoup me connaissent ça par beaucoup, mais ce n'est pas l'argent. Je vous jure, la lutte contre la corruption, l'administration a changé complètement. Vous ne voyez pas, je vous dis, à de naissance, partout. Qu'est-ce qu'on veut? Il y a les parents qui ne comprennent pas, au lieu de les expliquer, faire la vulgarisation de l'action du gouvernement, mais non, je vous en prie. Il faut, ce que je demande moi, c'est la paix dans ce pays-là. Il ne faut pas que les gens, pour des intérêts égoïstes, brûlent ce pays, tuent les individus. C'est-à-dire que les enfants n'iront pas là-bas, je vous le jure. La fois dernière, mes parents étaient morts, je vous le jure. Parce qu'ils ne se connaissent pas ce qui se passe. Et ils le ont. Donc, je vous en prie. On veut. Il va faire 5 ans, vous avez vu comment 5 ans est parti à mi-temps, vous voyez. 5 ans va venir, Inch'Allah, s'il gagne, c'est lui. S'il ne gagne pas, bon, quelqu'un viendra. Mais merci à vous, cher ami. C'est eux qui avaient lié les scientifiques en tout temps. Même les parents qui ne comprennent pas, on n'a qu'à les expliquer ça. Ils ont nié les scientifiques. Alors, ils n'ont qu'à oublier ça. Ils n'ont qu'à chercher un moyen pour trouver des parrainages, négocier. On dit que c'est des partis. Non, c'est un accord. On les trouve les parrainages, c'est là de défendre. S'ils vont prendre le pouvoir ou bien quoi, on ne sait pas arracher le pouvoir, on ne sait pas. Mais pardonnez, s'ils aiment tant ce pays-là, éviter ce qu'ils veulent faire, la violence partout. Est-ce que les populations répondent maintenant? Non. Bon, moi, je vous remercie. Merci beaucoup, cher ami Aruna, qui nous appelait depuis Paracourt. Je crois qu'il y a des choses très simples. Et l'opposition qui ne veut pas aller aux élections essaie de mettre des clés sombres. Vous pensez que l'opposition ne veut pas aller aux élections? Elle ne veut pas aller aux élections. Qu'est-ce que vous voulez faire dire? Le comportement, les discours et les incohérences. Elle disait tout à l'heure que nous sommes partis de 250 partis politiques environ. Aujourd'hui, moins d'une vingtaine. Et pour aller à la présidentielle, il faut au plus 10 personnes. On est allé à ce niveau-là. Oui. Nous, on a introduit le parrainage parce que des gens comme lui pourraient dire les indépendants quand même. On ne peut pas être dans un parti politique et bénéficier du parrainage. Donc, il y a près de 10 possibilités. 16 fois 10. Maintenant, on vient dire encore et que les indépendants sont là. C'est-à-dire, eux, ils viennent quelques mois avant. Ils ne sont pas membres d'un parti politique. Ils ne veulent pas passer par le filtre du parrainage. On n'a jamais dit ça. Oui, c'est ce à quoi ça ressemble. Non, on n'a jamais dit ça. Quand vous dites les indépendants doivent obtenir forcément le parrainage. Un autre téléspectateur est là. Bonjour, cher ami. On vous appelle comment? Bonjour, madame. Bonjour. On vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Pardon? J'appelle depuis Lokossa. On vous appelle comment? Biliami. Biliani. Oui. Depuis Lokossa. Oui. Allez à votre préoccupation. Ma préoccupation, elle est celle-ci. Notre constitution renouvelée, nous avons que personne ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie. Et que le mandat du président est électif. C'est les citoyens qui lui donnent le mandat de 5 ans. Maintenant, si le président actuel en bas a fait 45 jours de là du 5 avril, est-il encore éligible pour un second mandat? Et ça fera alors 2 mandats plus 45 jours. Ne serait-ce pas une violation de la constitution actuelle? Et ma deuxième préoccupation,
est que il y a un des invités qui dit que le parrainage a instauré pour que on n'ait pas plus de 10 candidats, 16 fois 10. Alors qu'actuellement, on a un des parrains qui ne vit plus. Ça veut dire si l'on doit avoir 10 candidats aujourd'hui, le 10e, il lui manquera une voix. Est-ce que celui-là n'est pas lésé? Puisqu'il a obtenu 15, il ne reste que 15, les autres ont obtenu 16. Mais ça, c'est pas de sa faute qu'il n'y a pas le 16e pour le parrainer. Et deuxièmement, c'est que quoi? Merci donc à vous, chers téléspectateurs. On va faire rapidement un tour de table. Hein. Nous sommes déjà au thème de cette émission. Dimitri avait la parole. Il apprend et la lâche rapidement avec sa conclusion. Dimitri, en une minute. Je crois que les gens doivent cesser d'embrouiller le peuple, de s'engager dans la présidentielle du 11 avril, que chacun aille négocier son parrainage pour exposer ses idées, son projet de société et convaincre le peuple. Gagner ou perdre, la démocratie va continuer. Qu'on ne nous dise plus que c'est si le président Patrice Talon se retire qu'il y a démocratie. Qu'on ne nous dise plus c'est lorsqu'on annule tout et qu'on recommence à zéro qu'il y a démocratie. Qu'on ne nous dise plus que c'est si on respecte la décision du CADHP qu'il y a démocratie. Ce sont des comportements qui nous reculent. Et je voudrais dire sincèrement, au mieux, de se mobiliser pour aller vers la conquête du pouvoir, pour aller décocher le second mandat et demander aux gens d'en face de mouiller les maillots pour avoir 16 signatures et pour aller gagner le pouvoir. Merci beaucoup à vous et Julio Tometti. Je voudrais dire votre mot de fin en une minute au plus. En une minute, merci. Première chose, vous savez, l'article 44 de la Constitution a prévu les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle. Et nulle part, il n'a été dit que le candidat à l'élection présidentielle doit provenir d'un parti. Et à partir du moment où un parti dit, d'accord, dans une autre, que ces élus ne peuvent parrainer que des candidatures issues de partis politiques, c'est une violation de la Constitution. N'importe qui saisit la Cour constitutionnelle lui donnera droit. Deuxième élément, ce qui a changé, et toujours pour appuyer ça, ce qui a changé dans les candidatures indépendantes, c'est que n'importe qui pouvait aller aux élections. Mais aujourd'hui, pour aller aux élections, ce n'importe qui là, d'accord, le citoyen béninois, doit passer par le filtre du parrainage. Il doit forcément avoir les 16 parrains requis. Donc à partir de ce moment-là, nous ne pouvons pas rester ici et modifier, interpréter comme nous voulons ce que la loi a prévu. Ce que la loi a prévu, nous ne pouvons pas par des dispositions d'ordre inférieur remettre cela en cause parce que ça limiterait. Nous avons dit que le parrainage est libre. À partir du moment où le parrainage est libre, on ne peut plus mettre des restrictions parce que c'est empiéter sur le droit des élus que nous avons, les élus parlementaires, les élus communaux. Je voudrais insister là-dessus parce que cette décision, si moi j'avais fait tout là, je recommande aux responsables du parti politique Union pour les Nations de réfléchir encore sur cette question-là. D'accord, merci. Apportées merci, l'Union progressiste plutôt, merci, on vous aurait compris. Moukaram Badaou, votre mot de fin rapidement. Les quelques interventions. Tous ceux qui sont concernés par le sujet, c'est-à-dire que des potentiels candidats, ils savent ce qu'ils ont à faire désormais pour pouvoir avoir de quoi se présenter devant les Béninois. Eux ne feront pas tous ces débats. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Deuxième chose, moi je voudrais non seulement encore une fois dire merci au chef de l'État de nous avoir libérés et demander à l'ensemble des membres de l'Union progressiste que l'ensemble des membres de la mouvance présidentielle, et pour ne pas dire, je peux élargir, l'ensemble de notre peuple, de travailler à la réélection du chef de l'État. Le général Kérékou nous a enseigné que c'est le terrain qui commande. Et nous sommes sur le terrain. Donc nous aurons à aller travailler pour faire en sorte que les 22 stades en constitution puissent se faire et être doublés d'ici les prochains 5 ans. Les 35 marchés qui sont en construction
puisse finir et puisse être doublé pour les prochains 5 ans. Nous sommes à 60% d'indépendance énergétique. Il est à souhaiter que ça veut dire que d'ici la fin du second quinquennat, nous pouvons retrouver notre indépendance totale par rapport à l'énergie, au niveau de l'adduction d'eau, au niveau des maisons. Nous sommes aujourd'hui après, etc. pour dire qu'on ne peut pas avoir autant de données en main et en face et penser à autre chose. C'est pour ça que moi je voudrais, pour finir, et finir définitivement, pour ce soir en tout cas, je voudrais encore une fois en appeler à un sursaut patriotique sur le sujet, appeler les Béninois à travailler, à se mobiliser pour la réélection du chef de l'État. Merci beaucoup à vous, Madame Annick Djimadia. On va finir par vous. Ah oui, on va finir par moi, c'est un privilège. On a commencé d'ailleurs par elle. Hein, oui, et je boucle la boucle, comme on le dit. Je voudrais remercier la direction exécutive, enfin, la direction nationale de notre parti pour cet acte patriotique qui a été posé aujourd'hui en libérant la question du parrainage. Je l'ai dit tantôt, aspirer à la magistrature suprême, c'est un acte sérieux. À partir de ce moment, on ne peut pas permettre à des plaisantins de jouer avec l'autorité de l'État. Et nous sommes dans cette dynamique-là, restaurer l'autorité de l'État. Et aujourd'hui, il est question de travailler au mieux-être de la population, permettre à nos enfants d'avoir un système éducatif de qualité, avoir des plateaux sanitaires de qualité, avoir un certain nombre d'avantages sociaux et économiques. C'est de ça qu'il est question. Et quand nous avons en face un candidat qui, selon nous, remplit tous ces critères, est capable de porter, puisqu'on l'a vu faire. En 5 ans, nous avons vu tout ce que le président Patrice Talon a fait. Pourquoi voulez-vous qu'on ne le plébiscite pas? Et je pense que la fin de sa tournée, vous avez diffusé l'élément tout à l'heure, nous avons vu que il a répondu, il n'a fait que répondre à l'appel de son peuple. Un peuple qui a voulu lui accorder une seconde chance. Et moi, je voudrais dire merci au chef de l'État pour avoir accepté et inviter les militants progressistes, inviter tout le peuple béninois à rentrer dans la bague et à travailler pour la victoire de notre candidat. Merci. Quel colistier pour le candidat naturel que Patrice Talon? C'était donc le thème de cette émission spéciale. Je recevais, chers amis, Julio Tometti, il est juriste, analyste politique. Eman Dimitri Adankbo, il est analyste également, membre du bloc républicain. Annick Djimadia, membre fondateur et membre de la cellule de communication de l'Union progressiste. Et puis Moukaram Badarou, qui était également membre fondateur de l'Union progressiste. Merci de nous avoir préférés. Merci de votre fidélité.